bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du 7-8, une édition 100% féminine à la veille de la journée internationale des femmes. Dans quelques instants, nous parlerons justement des droits de ces femmes avec l'association Elles aussi et le Centre d'information des droits des femmes et des familles. Nous recevrons également une couturière qui a longtemps été habilleuse au Moulin Rouge, alors forcément, elle aura plein d'anecdotes à nous raconter. Et puis dans une petite trentaine de minutes, ce sera la page éco avec vous, Claire Cambier, bonsoir. Et on va parler des femmes chefs d'entreprise. Voilà, c'est logique. Hein. Voilà, dans cette chronique économique, les femmes seront aussi à l'honneur. Nous recevrons deux chefs d'entreprise. L'une est à la tête de Rolling Box, une agence de communication digitale. L'autre gère Planète Langue, un institut de formation en langue. Deux femmes qui se sont démarquées par leur parcours professionnel, puisque parmi les artisans, commerçants, chefs d'entreprise des Yvelines, on ne comptabilise que 26% de femmes. Merci Claire. Donc rendez-vous d'ici une petite demi-heure. Mais d'abord, je vous propose de retrouver les titres, les sujets qui seront développés au cours de la prochaine heure. Jean-Marc Ayrault vient de rendre ses conclusions dans le dossier du Grand Paris. Il a donné son accord pour la réalisation de 200 km de lignes de métro autour de Paris. Un projet décalé à 2030 avec des économies à la clé. Quelles conséquences pour les Yvelines ? L'accord de compétitivité pour Renault a été validé et signé par deux syndicats, la SFE, CGC et FO. Un projet qui prévoit le maintien des usines en France en échange d'efforts durables demandés aux salariés. Réaction notamment au Technocentre de Guyancourt. Et puis, vous allez découvrir dans quelques instants le GELD. Vous ne savez peut-être pas ce que signifient ces initiales. GELD pour groupement d'exploration de longue durée. Nous avons suivi une séance d'entraînement de ces pompiers qui interviennent notamment dans les tunnels. Et puis, à la veille de la journée internationale des femmes, le portrait de Corinne Gasto. Elle est femme, chef d'entreprise dans un monde d'hommes. Corinne Gasto est en effet à la tête d'une société de déménagement à Trappes. Mais tout d'abord, je vous propose donc un retour sur cet accord de compétitivité signé par deux syndicats chez Renault. Les syndicats justement qui réagissent, Anthony Reich. Le timing est parfait. Le jour où le gouvernement adopte le projet de loi sur l'accord interprofessionnel, Renault obtient la signature de deux syndicats pour entériner son projet de compétitivité. Après la CFE-CGC, Force ouvrière lui a emboîté le pas ce mercredi. Déjà, on sait qu'on a gagné, je dirais, 3 ans. Et au bout de ces 3 ans, on sait très bien qu'on risque, parce qu'on nous parle de 2016 dans un premier temps, voire 2020. Donc moi je dirais qu'on est déjà pratiquement garanti jusqu'en 2020. Bon, on risque de faire des voitures de nos partenaires Nissan et puis certainement Daimler. La direction de la marque aux losanges s'engage à ne fermer aucun site et à ne pas adopter de plan social. Pour y arriver, l'accord prévoit d'augmenter la production française avec au moins 710 000 véhicules par an, dont 110 000 à l'usine de Flins. En contrepartie, les salariés acceptent d'augmenter leur rythme de travail, passant de 32 à 35 heures, et de voir leur salaire gelé en 2013, contrairement à la volonté de l'entreprise. Malgré ces engagements pris jusqu'en 2016, la CGT reste fermement opposée au projet. Au-delà de ces deux véhicules, Zoé et Clio 4, qui sont produits sur l'usine de Flins, aujourd'hui, dans l'avenir plus lointain, au-delà de 2016, il n'y a pas de véhicule aujourd'hui dans les tiroirs de Renault qui pourrait rentrer dans l'usine de Flins. D'ici à 2016, plus de 8200 postes seront tout de même supprimés. Le projet sera présenté le 12 mars en conseil central d'entreprise. Il pourrait être signé dès le lendemain. Le 8 mars, vous le savez, c'est la journée internationale des femmes, une journée qui est apparue tout d'abord dans un contexte de mouvements sociaux au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. Et puis c'est en 1975, lors de l'année internationale de la femme, que l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a commencé à célébrer donc cette journée internationale de la femme le 8 mars. Alors avant d'en parler avec nos invités que je salue, Lucie Robin, bonsoir. Vous êtes directrice du Centre d'information du droit des femmes et des familles, et Françoise Pellissolo, bonsoir, vous êtes l'ancienne présidente de Elles aussi, vous avez été engagée en politique, et avec vous évidemment on parlera de la parité en politique. Je vous propose donc cette première phrase, elle est signée de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui dit « La violence à l'égard des femmes n'est jamais acceptable, jamais excusable, jamais tolérable ». Ça c'est une phrase forte et mesdames, je suis sûre, vous la partagez cette phrase. Forcément. Bien sûr. Forcément. Mais elle est négative. Ça prouve que la violence existe. Oui, tout à fait. Elle est sous la forme négative. Tout à fait. La violence existe toujours. Mais Lucie Robin, vous allez nous en parler dans quelques instants. Une journée des droits des femmes, c'est important?
Une journée des femmes pour défendre les droits des femmes, c'est important. Mais c'est très important, on l'a vu au fil des siècles, puisque quand on voit où en sont les femmes, en France en particulier, mais pas seulement dans le monde, on va parler des violences, ça c'est sûr, des droits qui sont supprimés dans des tas de pays. Il faut penser qu'en France, le droit de vote, il a un peu plus d'un siècle seulement maintenant. Et l'éligibilité qui va avec, malheureusement, elle est très très difficile à obtenir. Donc pour nous, la parité, c'est-à-dire la présence des femmes élues dans les modes où on décide, c'est-à-dire les assemblées législatives en particulier, c'est ce qui conditionnera le soutien à tous les autres droits. Il n'y a que lorsqu'il y aura des femmes qui auront voté des lois, qui les feront appliquer, qui seront en situation de surveiller leur application, qu'on verra disparaître, j'espère, les violences et tout ce qui est la diminution de la personnalité des femmes. Donc les droits des femmes passent d'abord par le droit en politique. Je pense. Au départ, on a pensé le contraire et on s'est rendu compte qu'il fallait miser sur la parité. Juste cette question sur la journée internationale des femmes, il en faut une journée internationale des femmes selon vous? Oui, c'est important qu'il y ait cette journée parce que c'est vrai que c'est un moment où on va sensibiliser les personnes à l'évolution des droits des femmes, à l'état de la situation aujourd'hui. Parce qu'on a des droits certes, mais après est-ce qu'ils sont vraiment respectés? Donc c'est important de sensibiliser. Après, j'aurais tendance à dire que la journée de la femme c'est bien, mais que ça doit être tous les jours. Voilà. C'est pas seulement le 8 mars en fait qu'il faut lutter pour les droits des femmes. La proposition de Najat Vallaud-Belkacem, la ministre des droits des femmes, de faire une action tous les jours pendant 365 jours, vous y êtes favorable, Françoise Pellissolo? J'espère qu'on tiendra une année ou bien que tout sera résolu en moins d'un an. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. En tout cas, c'est original, mais elle a des idées. Du côté du gouvernement de François Hollande, effectivement, on a voulu faire cette journée de la femme plus longue sur une année complète plutôt qu'une seule journée du 8 mars. En tout cas, nous sommes allés dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines pour demander aux habitants si une journée pour défendre les droits des femmes, c'était important. On écoute leurs réponses. Oui, je trouve que c'est important parce que à certains endroits sur la planète, la femme n'est pas forcément respectée. Donc, je pense une journée dans l'année, c'est bien mérité. Je pense que c'est important parce que ça va mettre en lumière tout ce qui se fait tout au long de l'année. C'est important parce qu'en fait, c'est quand même un signe très fort, quoi. Voilà, et puis la femme, c'est quelque chose dans une vie, c'est indispensable, c'est du bonheur. Oui, je pense que la position de la femme n'est pas encore assez importante dans notre société, qui est encore assez inégalitaire d'un point de vue de la parité des sexes. Pas forcément, je pense que tout le monde a des droits, etc. Donc journée de la femme, ça devrait être principalement toute l'année, enfin pour tout le monde, quoi. Pour moi, c'est important qu'il y ait une journée dédiée à la femme et j'aimerais bien que maintenant on passe un peu à autre chose et qu'on dise que les femmes, les hommes, c'est vraiment égal. Voilà, c'est des réactions très positives. Merci à ces messieurs qui ont des réactions très, très positives. Lucie Robin, je l'ai dit, vous êtes directrice du Centre d'information des droits des femmes et des familles des Yvelines. Quel type de problèmes les femmes qui viennent vous voir sont confrontées? Quel type de problème? Alors, principalement, en fait, on fait des permanences juridiques. Donc, quand elles se présentent dans les permanences juridiques, c'est essentiellement des problèmes en matière familiale, donc des situations de rupture, des problèmes autour de l'autorité parentale, également des problématiques de violence au sein du couple. Donc sur l'année 2012, on a eu 621 femmes qui se sont présentées pour cette problématique. Donc c'est beaucoup. Ça veut dire pratiquement 2 par jour si vous êtes ouvert tous les jours de l'année? Voilà, c'est ça. Non, c'est énorme. Donc voilà, ça c'est sur le volet plus sur les permanences juridiques. Après, sur le volet emploi, c'est beaucoup des problématiques de femmes qui se sont arrêtées de travailler ou qui n'ont jamais travaillé et qui souhaitent retourner à l'emploi. Donc là, elles sont accompagnées en fait dans le retour à l'emploi et on travaille sur tous les freins rencontrés à l'emploi, c'est-à-dire pas seulement travailler le projet professionnel, mais avant ça, travailler sur l'estime de soi, sur les questions de mobilité, de garde d'enfants. Voilà, ça c'est des problématiques auxquelles les femmes sont... Mais ce qui est amusant, alors amusant c'est peut-être pas vraiment le mot, mais ce qui est étonnant quand même, c'est que d'année en année, quand on invite votre association, ce genre d'association, on entend toujours les mêmes choses. C'est-à-dire que les femmes, quand elles ont eu un enfant, qu'elles ont dû s'arrêter, qu'elles doivent reprendre le chemin du travail, elles sont obligées de se battre pour retrouver le chemin du travail et leur travail. Donc, rien n'évolue ou il y a des choses quand même positives qui évoluent? Non, les choses évoluent et heureusement, mais c'est vrai qu'après on se retrouve confronté depuis quelques années à de plus en plus de précarité et
c'est vrai que ce sont les femmes qui sont touchées en premier lieu, puisque quand on regarde les familles monoparentales, à 85% ce sont des femmes, et ce sont elles qu'on reçoit dans nos permanences, et ce sont elles qui rencontrent les problèmes d'emploi, les problèmes de rupture familiale, etc., problèmes de non-paiement de pension alimentaire. Enfin, tout ça, c'est des problématiques auxquelles on est confronté tous les jours. Et ça fait 30 ans que le CIDF agit sur le secteur des Yvelines et 30 ans que ces problématiques reviennent, mais peut-être plus encore depuis quelques années, notamment sur les problématiques d'emploi. Beaucoup de situations de licenciement ou de femmes qui sont vous avez l'impression, alors vous traitez du droit des femmes, mais est-ce que vous avez l'impression que les femmes sont plus fragiles, entre guillemets, sur le terrain de l'emploi que les hommes? Oui. C'est-à-dire qu'on va peut-être les pousser, on va tenter de les pousser dehors de l'entreprise en disant que ça va être plus facile de faire de la pression psychologique sur une femme que sur un homme? Après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles sont surreprésentées dans tout ce qui est travail à temps partiel. On a une explosion du nombre de femmes dans le secteur tertiaire, enfin sur des métiers sous-qualifiés. Donc voilà, donc elles sont en fait précarisées au niveau de l'emploi. Ça ne se voit pas forcément parce qu'elles apparaissent en emploi, mais elles sont dans des temps partiels, elles sont déqualifiées par rapport à leur diplôme, elles ont du mal à accéder à des hauts postes, le problème du plafond de verre. Donc voilà, c'est ce qu'on rencontre, le problème des salaires, parce qu'il y a encore des grands salaires, différentiels de salaire dans certaines entreprises. 27% d'écart. Donc oui, tout à fait, il y a encore des grosses problématiques. Donc on sensibilise aussi à ça en collectif. Parce qu'effectivement, on va dire, oui, en France, les femmes ont des droits, c'est bon, sauf que... Oui, c'est écrit dans les textes. Les textes sont là, en fait. L'arsenal législatif est grand, mais il n'est pas forcément respecté. Donc voilà, on est là pour ça, pour agir là-dessus. Et concernant les violences, vous avez donné ce chiffre assez important de 621 femmes, en 2012 qui sont venues vous voir. On a l'impression que, c'est pareil, on en parle des violences, on dit à quel moment il faut que les femmes soient attentives, voilà, et malgré tout, il y a toujours ces problématiques de violence. Oui, tout à fait. Oui, et là, on en a même plus eu en 2012 qu'en 2011, on a eu une augmentation assez significative. Et c'est lié peut-être à la précarité, c'est-à-dire à la fragilité du foyer? Ça peut être ça, c'est aussi lié au fait qu'on en parle peut-être plus qu'avant. Ça sort, parce qu'il y a eu toute une époque où les violences, ça devait rester au sein de la famille, on ne devait pas en parler, ça ne sortait pas du cadre familial. Donc maintenant, on l'exprime beaucoup plus et on arrive plus à toucher les femmes. Vous voulez l'exprimer un petit peu plus, c'est ce que pense aussi Chantal Polytexier, vous la connaissez? Oui, l'association AJC. C'est la présidente fondatrice de l'association AJC contre la violence morale, et l'association vient justement de publier un ouvrage pour évoquer les violences morales, un ouvrage qui s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels de la justice. Elle définit avec nous cette violence morale, une vraie violence du quotidien, on l'écoute. La violence morale, pour nous, c'est un terme générique qu'on a utilisé pour regrouper ce que d'aucuns nomment le harcèlement moral, d'autres la manipulation et d'autres encore la violence psychologique. Trois termes qui regroupent des choses qui sont extrêmement semblables et puis aussi des petites nuances, des petites différences. Donc pour nous, la violence morale, c'était un terme qui recouvrait tous les faits, tous les actes qui mettent sous emprise, qui mettent sous soumission, qui relèvent d'une forme de violence qui est surtout invisible et insidieuse. La violence morale, je pense qu'elle a toujours existé. Simplement, je crois que la société a évolué et surtout, les recherches ont été effectuées sur le sujet. Il y a eu plein de parutions et puis les médias se sont intéressés. Et du coup, c'est vrai que ça évolue énormément. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus une prise en considération de cette forme de violence qui était quand même méconnue et surtout considérée, et encore considérée d'ailleurs, on va dire honnêtement, par beaucoup d'institutionnels comme une violence mineure. La grande difficulté, c'est de la faire non seulement prendre en considération complètement, mais qu'on arrête de dire que c'est une violence légère, parce que c'est loin d'être une violence légère, puisque ça déstructure et ça détruit la personnalité même, le fondement même de l'être humain. Donc c'est loin d'être une violence légère. C'est même, Karine Sadlier, qui a écrit la préface de notre livre, a dit que c'était la colonne vertébrale de toutes les formes de violence, et je trouve que c'est tout à fait juste, parce que c'est exactement ça. Donc elle a toujours existé, elle a fait même partie de notre société à un moment donné comme une norme. L'homme dominait la femme et c'était une norme.
Ça a changé au niveau de nos mœurs, au niveau de la société, mais ça a quand même encore quelques difficultés à être pleinement pris en considération. Voilà, ça évolue, mais tout doucement. Allez, on va encore parler du droit des femmes, mais cette fois sous l'angle politique, avec vous, Françoise Pellissolo. Bonsoir, vous êtes l'ancienne présidente de Elles aussi, et merci surtout d'être avec nous sur le plateau du 7-8 ce jeudi soir, parce qu'en principe, vous étiez invitée auprès de Najat Vallaud-Belkacem, la ministre des droits des femmes, pour le lancement d'une opération le 8 mars et toute l'année. On en a parlé il y a quelques instants, c'est donc une opération qui veut associer les associations, c'est le cas de le dire, pour faire une action tous les jours de l'année pendant un an. Mais c'est surtout un rassemblement d'associations autour de la ministre qui a montré qu'elle était dynamique et qu'elle voulait faire avancer les choses, même depuis qu'elle a été nommée ministre, et qui sera honoré, ce rassemblement, par la présence du président de la République. Alors, ce qui est dommage, c'est que vous vouliez poser une question à François Hollande, vous m'avez dit. Non, je n'aurais pas posé une question publiquement, je n'avais pas de raison. Mais disons que je l'ai connu depuis toutes ces années, où à ses côtés et derrière, on lui rappelait que la parité, ça existe et qu'il faut en tenir compte. Donc on est très content de voir qu'il l'a fait avancer maintenant en gouvernement. Alors justement, le projet de loi sur la parité est actuellement en débat au Parlement. S'il est adopté, c'est un véritable changement profond, notamment pour les élections municipales, parce que dans un an, c'est mars 2014, c'est les élections municipales, et ça veut dire qu'il y aura en gros la parité obligatoire sur la liste dans les communes à partir de 500 habitants. Pour l'instant, c'est uniquement à partir de 3500 habitants. On a envie de voir, ça pourrait changer la face de la France ? Ça pourrait changer, ça n'est pas la loi sur la parité qui a été votée avec la modification de la Constitution il y a déjà 10 ans tout au moins. Mais cette fois-ci, c'est une loi qui doit aller plus au fond des choses parce qu'on s'est aperçu, comme vous le disiez, que les textes existent mais ils ne sont pas appliqués. En politique, il faut bien voir, comme plus encore que dans toute la société, les femmes ne sont pas bien considérées, mais surtout, elles veulent des places qui sont occupées par des hommes, des places de pouvoir. Donc, un siège de moins pour un homme, pour donner à une femme, c'est insupportable. On sait bien qu'il va falloir les remplacer, ceux qui sont excédentaires par rapport à la parité, sans qu'on demande plus que la parité. Mais c'est un peu dommage quand même qu'il faille passer par le principe de la loi. Depuis 2000 qu'on a changé la loi, justement, tout le monde dit mais pourquoi faire une loi ? Quand on l'a préparée, on se disait aussi c'est pas possible, on va essayer de mieux faire appliquer devant les tribunaux. On a cherché toutes les solutions, on avait toutes les juristes possibles, des universitaires qui avaient travaillé sur la question. C'est vraiment un immense réseau qui s'est fait autour de la loi pour la parité, et on s'est rendu compte que non. On arrivait même à revenir en arrière. La loi qui modifiait l'élection au Sénat il y a quelques années était déjà une régression. Et le chiffre de 3500 que vous citez, ça tient en fait à la loi électorale existante auparavant. Il y a des catégories de communes à partir de 3500 et en dessous de 3500. Donc nous avions déjà demandé à l'époque que ce soit 1000. Et ça a été refusé parce que, justement, ça pourrait être 500, il y avait un précédent. Et on arrive à 500, ce qui est presque stupéfiant quand on a connu les lois précédentes. Vous avez des chiffres sur les Yvelines, du nombre par exemple. les Parce que là, pendant que vous parliez, on a vu 3 personnages féminines célèbres du département. Valérie Pécresse, évidemment, la présidente de la fédération UMP du département. On a vu aussi Joséphine Cosman-Berger, qui est une nouvelle maire de Plaisir, donc une ville de plus de 30 000 habitants. Il me semble de mémoire que c'est la seule femme maire d'une ville de plus de 30 000 habitants dans les Yvelines. 30 000 habitants, je ne suis pas sûre. Mais j'ai une bêtise. Et puis là, on voit Véronique Côté-Minard, qui est maire des Clés-sous-Bois. À Fontenay, ça ne fait pas la même population, mais on a quand même de plus en plus. Alors qu'il y a 20 ans, quand nous avons commencé, elles aussi, c'était 24 femmes maires sur 262. Et maintenant, vous avez des chiffres ? Et bien maintenant, on est à 42, peut-être 43 là maintenant, avec les toutes dernières. Donc, on arrive, mais 20 ans pour en arriver là. Et on est loin du compte de la parité, bien sûr. Et c'était dans les petites communes, parce que là, elles ne sont pas indemnisées, il n'y a pas de confort de travail, il n'y a pas de gros services techniques, c'est un pur dévouement. Le maire, il est dévoué à sa commune, et on vient le solliciter pour tout, sans grand avantage confortable, disons. Donc une loi sur la parité qui passe par les élections municipales, qui va aussi concerner les conseillers intercommunaux. Intercommunaux, c'est très important. Oui, mais la question, c'est comment mobiliser les femmes ? Comment les inciter à s'engager en politique ? Alors c'est tout le travail de notre association. Nous ne sommes pas contentés de donner les chiffres, de dénoncer les carences, mais dès le départ, si des femmes devaient y aller, il fallait leur en donner l'envie. Et on voit bien que dans ces conditions-là, peu de femmes sont prêtes, à moins d'une ambition dévorante
qu'on place généralement ailleurs, ou dans sa profession, ou dans les associations, peu de femmes avaient envie de se lancer dans un défi pareil. Donc l'idée, c'était conseillère municipale, pourquoi pas vous ? On a commencé par les communes parce que c'était de toute façon plus facile, mais avec l'idée essentielle qu'il fallait monter à tous les niveaux, avoir un réservoir, un vivier de femmes élues à la base pour enfin prétendre avoir la parité à l'Assemblée nationale, par exemple, ou au Sénat. Et le mode de scrutin ne s'y prête pas du tout à l'Assemblée, donc il faudra là aussi ce fameux changement que nous attendons. Vous mobilisé pour mars 2014. Oui. Une dernière question, vous avez été candidate en juin 2010 aux élections sur la 10e circonscription des Yvelines. 2009, oui. Sur la 10e circonscription des Yvelines, circonscription de Gérard Larcher, Jean-Frédéric Poisson. C'est facile d'exister en politique. Il faut dire que l'élection, de toute façon, il était difficile qu'elle existe parce qu'elle a été décidée en plein milieu de l'été et le vote ayant lieu début septembre. Tout le monde était en vacances. Est-ce que vous, dans cette campagne et d'autres, est-ce que vous avez souffert de discrimination ? Parce que vous étiez une femme, ou vous allez me dire, bon, c'est un débat dépassé, franchement. Et vous avez le droit de me le dire. Dans les partis politiques, c'est difficile. Mais j'avais la chance d'appartenir à un parti qui veut la parité et que de l'intérieur, on défie d'appliquer réellement la parité, puisqu'on l'a voulu, on l'a voté, il faut l'appliquer maintenant. C'est toujours difficile, il y a des hommes qui prétendent avoir leur place. Mais quel que soit le parti, de toute façon, une femme... Parce que la parité est le mot qu'il faut tout de même appliquer un petit peu, a du mal à déborder le cadre qu'on lui attribue. Moi, dans mon cas, c'était différent. C'était les vacances, c'était pareil pour tout le monde. Et puis, c'est un scrutin uninominal. Donc, la personnalité qu'on a, qui est connue sur le terrain, compte aussi un peu. Pour quelqu'un qui ne serait pas connu du tout, c'est peut-être plus difficile. Mais enfin, les femmes, elles sont actives partout et on trouve facilement des candidates. Le problème, c'est de leur donner la possibilité de se faire élire. En tout cas, il y avait des femmes, en plus, nombreuses sur ce scrutin-là. Donc, il faut appeler à mobiliser les femmes pour les élections municipales. Si elles leur en donner l'envie et leur dire si elles ont combien c'est gratifiant. Oui. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau du 7-8. Et toujours sur cette même thématique du droit des femmes, je voudrais vous parler d'un site internet qui va être lancé à partir de ce jeudi, qui s'appelle les www.ivglesadresses.org, un site financé par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et qui recense les lieux franciliens où il est possible de se voir pratiquer un avortement. Et on sait que c'est parfois devenu un peu difficile. Je vois que mes invités aussi de la tête, donc j'ai bien raison. Et puis à noter que la ville de La Verrière est toujours très mobilisée autour de cette journée de la femme. Plusieurs manifestations vont se dérouler demain, vendredi, au Scarabée. Un repas le midi, suivi d'un film et d'un débat autour de l'engagement féminin, ça va vous intéresser, Françoise Pellissolo. Une exposition de photographie, un spectacle d'élèves également pour terminer la journée. Voilà, c'est donc le 8 mars à partir de midi au Scarabée à La Verrière. On va poursuivre ce 7-8 avec un sujet qui n'a rien à voir mais qui parle de femmes aussi. On va parler de princesse et Françoise Pellissolo, vous vouliez dire un mot? J'ai oublié de dire une chose. Vous dites on sensibilise les femmes, il faut beaucoup de femmes, de tous les partis, de tous les bords, bien entendu. Ah oui, bien sûr. Je suis pluraliste avant tout, comme notre association. Ah ben non, mais ça s'entendait comme ça. Bon, alors c'est très bien. Oui, femmes de tous partis, levez-vous. Voilà, et on va continuer ce 7-8 avec un sujet de princesse, mais enfin voilà. Judy Rosa Suarez va me rejoindre dans quelques instants et elle a suivi un atelier de costumes à Magny, les Hameaux, où elle a rencontré notamment Juliette Costiou, qui elle aussi va nous rejoindre dans quelques instants. Les petites mains s'affairent autour de Léa. La fillette a imaginé sa robe de princesse, rouge, avec des fleurs et des tresses colorées. Son rêve devient réalité grâce à l'atelier costume organisé cette semaine à l'Estaminet Café de Magny-les-Hameaux. Pour la conseiller, elle et ses copines, une ancienne habilleuse du Moulin Rouge joue le rôle de la bonne fée. Les princesses, elles sont princesses, hein. Elles ont tout le temps de se faire belles parce qu'elles sont esquises, les princesses. Plus belles les unes que les autres. Les petites ont déjà appris à confectionner un panier en rotin pour donner du volume à leur jupe de crépon. Maintenant, elle lui apporte des touches girly à l'aide de décorations faites à la main. Il faut rendre le travail d'ici vendredi où ils auront un petit défilé. Donc il faut être prêt parce qu'on n'a encore pas fait les coiffes et on n'a pas non plus inventé les hauts qui seront reposés sur leur t-shirt. Voilà, encore beaucoup de travail, beaucoup de... Non, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ça vous rappelle un peu votre carrière d'habilleuse au Moulin Rouge ? C'est aussi rapide, oui. Mais ça se déchirait moins facilement. Heureusement, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites, les enfants? Alors, mes chéris,
vous remettez des fleurs jaunes, vous reprenez. On va regarder. Il n'y en a pas tellement, on change de couleur alors. C'est pas le même jaune, tant pis. À la fois directive et affectueuse, Juliette Costiu mène à la baguette les futures princesses qui savent déjà ce qu'elles veulent. Du rouge, du violet, du bleu, du marron, du vert, du rose et du violet marine. Voilà. Elles essayent de faire correctement, ouais, c'est sympa. Donc elles s'amusent surtout. C'est le but à la fin. Ce vendredi, les 20 petites filles défilent dans leur tenue de rêve. Précisons, selon Juliette Costiu, que lorsque l'on porte de si belles créations, interdiction de s'asseoir, boire et manger. Pas facile la vie de princesse.